Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être avec vous. Bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Aujourd'hui, dans le studio avec moi, à ma gauche, Gérard Impeau, le responsable des programmes à l'école de la Bourse. Bonjour Falco, bonjour à tous. Bonjour Gérard, et à ma droite, évidemment, Laurent Albi, le président de la FAT. Bonjour Falco, bonjour Gérard, bonjour à tous. Bon, les thèmes d'aujourd'hui, c'est les élections en France et en Grande-Bretagne, la politique monétaire de la BCE, les tops et les flops avec des valeurs très intéressantes, et on va faire un focus sur la zone euro avec Gérard. Et évidemment, on va regarder aussi les rendez-vous importants des mois et semaines prochaines pour nos entreprises et notre économie. Mais on commence, comme d'habitude, avec la première rubrique, le bilan de la semaine. Donc, Gérard, on a eu les élections en France, en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y avait un effet sur le marché? L'effet est assez... On l'attend toujours. On n'a pas vraiment le sentiment que pour le moment les marchés soient enthousiasmés. Alors une semaine effectivement éminemment politique, comme tu l'as souligné, avec Jean qui pleure, Jean qui rit et Jeanne qui pleure. Jean qui rit, c'est Emmanuel Macron qui se retrouve avec La République En Marche et semble-t-il une sorte de raz-de-marée d'électeurs qui vont lui apporter un très grand nombre de députés à l'Assemblée nationale au second tour. Et donc, en cela, les Français qui maîtrisent bien les fondamentaux de la Ve République ont été logiques avec leur choix à la présidentielle. Ils ont donné au nouveau président de la République les moyens de gouverner. Et puis, c'est Jeanne qui pleure. Et là, c'est Madame Theresa May qui avait fait un pari politique, celui de demander aux Britanniques de lui donner un mandat clair pour aller négocier un Brexit dur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mandat qui a été donné n'était pas de négocier un Brexit dur, puisque Theresa May est obligée d'aller chercher l'alliance des nationalistes irlandais pour essayer d'être majoritaire au sein de la Chambre britannique. Et le Parti travailliste s'est renforcé. Et c'est donc un signal en demi-teinte qui a été donné. Et donc une semaine qui a plutôt été favorable aux partis, au mouvement pro-européen, et ce qui, somme toute, devrait quand même plaire dans les jours qui viennent au marché financier. Donc ça devrait être bon pour les actions en fait. C'est plutôt bon, c'est une bonne prémisse. Simplement, on n'oubliera pas que, compte tenu en France, par exemple, d'un taux effectivement d'abstention extrêmement élevé, les députés sont élus avec une frange assez faible et ayant une base électorale assez faible. Donc, il va falloir continuer à entretenir un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes dans la communauté nationale. D'accord. Bon, merci beaucoup, Gérard. Donc, Laurent, qu'est-ce qu'il pense le CAC de tout ça, en fait? Bah écoutez, sur le CAC 40, c'est un petit peu aussi l'abstention. Il n'y a pas beaucoup de direction. On est sur des volumes... C'est ni hausse ni baisse. Voilà, exactement. Ni droite ni gauche. Exactement. C'est un petit peu une période de somnolence sur l'indice parisien, avec, vous le voyez à l'écran, une toute petite baisse qui reste toujours très contenue. C'est un discours que je tiens depuis plusieurs semaines maintenant. On est toujours au-dessus du niveau important, ce niveau de support que je vais vous indiquer ici. C'est le fameux 5228 qui reste pour le moment intact. Alors, on peut néanmoins constater une petite détérioration du courant acheteur parce que, vous le voyez, on a un RSI qui a beaucoup baissé, qui revient sur une zone de support. Alors ça veut dire qu'il faut que le marché reparte maintenant. On voit une toute petite bougie blanche, c'est les cours de ce matin, où effectivement on a un petit rebond qui semble se mettre en place. Donc la morale de cette histoire, c'est que on peut traiter, mais ce n'est pas le moment d'être agressif sur les marchés. Quand on assiste, comme en ce moment, à un mouvement directionnel aussi faible, on peut effectivement intervenir, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne séquence pour prendre beaucoup de risques. Alors, ceci étant dit,
Comme je l'ai souligné, on est juste au-dessus du support à 5228, donc on reste acheteur en espérant, Falco, que cette semaine il se passe un petit peu des choses parce que ça fait quelques semaines qu'on est acheteur. On ne perd pas beaucoup d'argent, on n'en gagne pas beaucoup non plus, c'est pas de notre faute, c'est le marché, on fait avec ce que le marché nous donne. Alors il faut quand même souligner que mercredi, c'est-à-dire demain, on va avoir un communiqué de la Fed, ça sera peut-être le catalyseur qui fera bouger un petit peu les marchés. J'imagine qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, des marchés pour le moment qui somnolent. Et donc on va choisir un produit qui va accompagner donc ce mouvement haussier extrêmement timide. C'est un turbo call de code WA17B. Et je vais vous laisser, Falco, le détailler. Merci beaucoup, Laurent. Donc, c'est un turbo call sur le CAC 40 WA17B qui a ce matin un levier de 56,02. Son échéance, c'est le 15 décembre 2017. Son prix d'exercice, la barrière des actifs vente de 100 200 et son prix de vente ce matin de 78 centimes pour un CAC 40 à 5 264 points. Et avec ce turbo call, on retourne dans le bilan de la semaine avec notre Gérard. Et voilà, il y a des news du BCE, non? Oui, ben on a notre Mario Draghi favori, l'homme qui murmure à l'oreille des marchés, qui cette semaine, juste après donc, la réunion de la Banque Centrale Européenne, a tenu une conférence de presse et a rappelé au marché que les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne resteront à leur niveau actuel sur une période prolongée. Pour autant, il a fait remarquer au cours de la conférence de presse qu'avait été retirée dans le communiqué final de la Banque Centrale Européenne la phrase sur la possibilité de la BCE de baisser encore ses taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'assez clairement, on nous annonce que dans les mois qui viennent, mais pas tout de suite, la Banque Centrale Européenne va en quelque sorte faire en sorte que sa politique revienne plus normale et reprendre le chemin peut-être de la hausse, mais pas tout de suite, plutôt fin 2018. Donc on a encore le temps d'avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles au niveau actuel, avec la possibilité, en cas de difficulté, d'avoir encore une possibilité pour la Banque Centrale Européenne d'acheter un peu plus d'actifs, ce qu'elle fait à hauteur de 60 milliards chaque mois encore en ce moment. Donc toujours des taux d'intérêt bas pour une période encore prolongée, mais du côté de la Banque Centrale Européenne, on veut normaliser sa politique. Et on le fait à tout petits pas, graduellement, avec l'idée que, comme l'économie va mieux, on y reviendra tout à l'heure, eh bien, il faudra à un moment donné, effectivement, imiter la Fédérale Réserve, c'est-à-dire retrouver le chemin de la hausse pour les taux d'intérêt. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour après-demain. Alors, merci beaucoup, Gérard. Donc, Laurent, qu'est-ce qui fait l'euro dans ce contexte? Bien écoutez, l'euro dans ce contexte, il ne fait pas grand-chose. On est toujours sur une monnaie européenne qui reste forte face au dollar américain, mais un petit peu à l'image du CAC 40, c'est beaucoup de lenteur qu'on constate sur l'euro. Alors rappelez-vous, la semaine dernière, j'avais proposé une stratégie d'achat sur l'euro. On était ici, regardez, à 1,1286 et j'avais dit, si on retourne sur 1,1160, on aura une opportunité de repasser acheteur. C'est ce qui s'est passé. Et vous le voyez, l'euro qui après après une impulsion extrêmement importante, eh bien, est en mode repos, consolidation latérale, avec un range qui s'est formé, une résistance à 1,1286, un support à 1,1160. Et donc, la stratégie de la semaine, c'est d'intervenir à l'intérieur de ce range. On paye le support, on vend la résistance. Donc, vous le voyez, on a eu ce matin une petite réaction haussière un petit peu au-dessus de 1,1160. Alors, il faut bien évidemment rappeler que la Fed, encore une fois, intervenant demain, ce n'est pas le moment de prendre des grosses positions sur l'euro-dollar, puisque le dollar va effectivement être largement impacté et par effet de ricochet, l'euro également. Mais on peut essayer d'intervenir à l'intérieur de ce range et donc de prendre un produit pour jouer un rebond vers cette première zone de résistance, en tout cas à 1,1286. Et c'est donc la recommandation que nous faisons ce matin avec un turbo infini best call de code VK01B.
Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un taux infini best call VK01B sur l'euro USD qui a ce matin un levier de 22,22 et son prix d'exercice et aussi la barrière désactivante est de 1,0753 et son prix de vente ce matin est de 44 centimes pour 1 euro à 1,1215. Voilà, c'était le taux infini best call sur l'euro USD et on va continuer avec l'Europe et le bilan de la semaine. Donc il y a le printemps en Europe. C'est ça. On n'est pas en été déjà. C'est pas Météo France, mais c'est Météo Europe. Ouais. Et printemps-été de l'économie européenne. La Banque Centrale Européenne est en train, nous a indiqué qu'elle relevait légèrement ses prévisions de croissance économique pour 2017 et pour 2018. Tout comme l'a fait la Banque de France et tout comme finalement le laisse entrevoir les indicateurs avancés de l'économie réelle. J'ai nommé les indicateurs des directeurs d'achat, tout comme le niveau de confiance des consommateurs qui sont revenus à des niveaux assez proches de ceux d'avant la crise de 2008. Ce qui nous permet quand même de voir qu'il y a du chemin qui a été accompli dans l'optimisme et le sentiment que nous allons pouvoir vivre une nouvelle année de croissance économique en zone euro, même si ce niveau de croissance économique est relativement un petit peu inférieur à le niveau qu'on a connu dans les années justement qui ont précédé la crise de 2008. Mais il n'y a pas qu'en Europe que l'économie va bien, elle va bien dans un certain nombre de pays émergents où elle s'améliore, et puis elle va toujours bien aux États-Unis, si j'en crois là encore des statistiques plutôt correctes au niveau de l'économie américaine. Bon, merci beaucoup Gérard. Donc Europe va bien, les États-Unis vont bien, mais il y avait quelque chose avec le Nasdaq 100 la semaine dernière, non Laurent? Oui, alors effectivement, il y a eu un petit peu de volatilité qui est revenue sur le marché vendredi avec un Nasdaq 100 qui a perdu un petit peu plus de 2%. Je vous le rappelle, le Nasdaq 100, c'est l'indice des grandes valeurs technologiques américaines qui représente un poids extrêmement important dans l'économie mondiale. Et on a eu une sorte de mini-crack puisqu'on a perdu un peu plus de 2%. Mais là où c'est vraiment étonnant, c'est que cette baisse importante sur le Nasdaq 100 ne s'est pas retranscrite sur les autres indices. Il faut quand même souligner que dans la même journée de vendredi, le Dow Jones faisait un plus haut historique, le S&P perdait moins de 0,02%. Autrement dit, un Nasdaq qui avait caracolé en tête en surperformant de manière très nette le S&P et qui a baissé également tout seul vendredi. Alors ce qu'on peut également dire, c'est que cette baisse sur les valeurs technologiques a bénéficié d'autres secteurs comme le secteur bancaire, le secteur de l'énergie, le secteur de l'industrie, le secteur de la santé aux États-Unis. Et c'est donc une séquence de rotation sectorielle à laquelle nous assistons, c'est-à-dire que les investisseurs pensent peut-être que les valeurs technologiques sont chères, ce sont des valeurs de croissance et qu'ils reportent donc leurs préférences, les flux sortent de la techno et rentrent sur d'autres secteurs. Et donc cette rotation, c'est comme un relais qui est pris par le marché pour continuer de soutenir les cours. Et c'est pour ça que je vais vous montrer le chart du S&P, parce que c'est quand même tout à fait rare et étonnant. Voilà, la bougie du S&P vendredi, c'est-à-dire une toute petite clôture sous le prix d'ouverture et un S&P qui a très bien tenu le choc du Nasdaq. Alors, ce S&P, il est lent, lui aussi, puisque vous l'avez compris, hein, c'est un petit peu le mot d'ordre sur tous les marchés en ce moment. Pourquoi est-il lent? Ben regardez, on avait des moyennes mobiles qui s'écartaient, c'est-à-dire qu'on avait un momentum qui se renforçait, et là, elles sont en train de se resserrer. On a également un MACD qui avait croisé en hausse, qui est peut-être en train de croiser en baisse. En tout cas, ce n'est pas encore le cas, mais on voit qu'il est en train de faire un test. Et puis, regardez, toutes ces petites bougies ici, quand on a des petites bougies comme ça veut dire qu'on a des cours de clôture très proches des cours d'ouverture et autrement dit des opérateurs qui ne s'empressent pas de rentrer sur le marché. Autrement dit, on n'a pas de pression vendeuse, mais on n'a pas également de pression acheteuse qui soit forte. Alors, encore une fois, on revient un petit peu en arrière parce qu'on avait fait une recommandation pour payer ce S&P sur 2404 points.
il a monté, pas énormément. Pour le moment, on fait du surplace. On reste méthodique et rigoureux, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y ait un potentiel à court terme important à la hausse sur le S&P, mais en même temps, il n'y a aucune pression vendeuse. Donc, soit on reste à l'écart, soit on traite, mais avec une petite position. Et si on traite, on achète ce S&P avec, vous le voyez, un produit que nous recommandons. C'est un Turbo Infini Best Call de code TZ, alors Théophile Zoro 36B. B comme Bernard. Bon, j'adore toujours ce choix des noms pour les lettres en fait. Donc c'est un Turbo Infini Best Call TZ36B sur le S&P 500 qui a un levier de 12,55, un prix d'exercice barrière désactivante de 2260 et quelques virgules derrière. Et son prix de vente ce matin de 1,73 € pour un S&P à 2434,63. Et voilà, ça c'était déjà notre bilan de la semaine et on passe à notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Gérard, dans les tops et les flops, il y a Rémi Cointreau et qui d'autre? Alors, pour faire plaisir à Laurent, encore une valeur technologique, de Soitec, le spécialiste du silicium sur isolant, qui renaît de ses cendres, ne cesse de renaître de ses cendres, qui a doublé son cours de bourse en un an quasiment, qui a fait plus que doubler d'ailleurs, qui a énormément amélioré sa rentabilité, son EBITDA, et qui devrait annoncer cette semaine ses résultats définitifs. Donc, il a fait partie des vedettes de la semaine. C'est un habitué de nos tops. Il est suivi par une valeur de l'économie plus traditionnelle qui est Air France KLM. Alors on peut être un peu étonné de retrouver une de ces sociétés nationales qui souffrent d'une concurrence parfois qualifiée de déloyale par ces mêmes sociétés par rapport à des sociétés d'État aidées par des subventions. Donc l'Union européenne a décidé d'ailleurs de regarder de très près les conditions de concurrence, déloyales ou pas, d'un certain nombre de sociétés. Air France profite finalement d'un marché du transport aérien qui va plutôt bien. On voit les chiffres s'améliorer en dépit de quelques problèmes sociaux, puisque Air France essaie de renégocier le contrat social à l'intérieur de la société avec ces sociétés satellites, que ce soit Hop ou que ce soit Transalvia. On voit une amélioration des résultats d'Air France et donc un cours de bourse qui se maintient. STM Microelectronics, c'est une société qui est en quelque sorte un équipementier d'Apple. Quand Apple va bien, tout va bien sur STM Microelectronics. Lorsque Apple va moins bien, y compris comme le signalait tout à l'heure Laurent, à travers le Nasdaq 100, eh bien, on a aussi quelques difficultés sur STM Microelectronics. En tous les cas, en début de semaine, la semaine dernière a été plutôt bonne parce qu'on n'avait encore pas, j'imagine, cette alerte. EDF et Engie font partie du difficile dossier de la transition énergétique et le principal dossier EDF industriel du nouveau gouvernement, des nouveaux pouvoirs publics en France, ne cesse d'avoir des rumeurs qui alimente le feuilleton EDF. La dernière en date, c'est que on déclarerait donc les nouvelles cuves des centrales récemment, les derniers EPR bonnes pour le service, mais on attend une confirmation officielle. Le Crédit Agricole, lui, bénéficie d'une remontée des taux d'intérêt et donc ce n'est que du bonheur pour les bancaires. Quant à Rémi Cointreau, ça sera finalement la vedette de notre semaine. On va terminer sur elle. Finalement, il fait bon vivre aux États-Unis, il fait bon vivre en Chine et profiter des produits de luxe que nous propose Rémi Cointreau, quel que soit, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et on est en train de renouer avec l'ivresse et aux États-Unis et en Chine, sortant en quelque sorte de la période un petit peu plus monastique où on a lutté de manière assez féroce contre les cadeaux d'affaires et donc la corruption. On est en train de revenir aux fondamentaux et Rémi Cointreau fait partie à nouveau des fondamentaux et des bons moments de la vie aux États-Unis et en Chine. Merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder avec Laurent Rémi Cointreau.
Oui, alors on va espérer que les investisseurs ne soient pas trop ivres, hein, en continuant de payer ivres de joie. Ivres de joie. Ivres de joie. Oui, alors effectivement, ivres de joie, sûrement, puisqu'on est sur un titre qui fait des plus hauts historiques, qui est extrêmement fort. Donc effectivement, un momentum sur Rémy Cointreau qui ne peut que réjouir tous ceux qui en détiennent. Et on voit donc à l'écran ce trend osciller, que dire, c'est régulier. Ça s'arrose. Ça s'arrose, absolument. On va le faire après l'émission. Alors, des moyennes mobiles 50 et 100 périodes qui sont à la hausse, qui sont regardées bien écartées et tout à fait régulières l'une par rapport à l'autre. On a également une ligne de tendance que j'ai tracée qui fonctionne, un gap haussier. Alors, sur Rémy Cointreau, on est indiscutablement en présence d'un titre qui est fort. Et s'il y avait effectivement un petit peu de volatilité, ou en tout cas des marchés qui ne faisaient pas grand-chose dans les prochaines semaines, on peut parier que Rémy Cointreau baissera moins que les autres si les produits doivent baisser, parce qu'on a vraiment un consensus très fort sur le titre. Alors en matière de timing, peut-être ne pas payer tout de suite, c'est toujours très délicat le timing. Quand est-ce qu'on doit intervenir sur les marchés? C'est vraiment la question que tous les investisseurs se posent. Il y a toujours cet arbitrage entre payer tout de suite, être sûr qu'on monte dans le train pour accompagner la hausse, ou alors essayer d'attendre les soldes et donc essayer de payer un petit peu moins cher. On voit qu'après ce gap haussier, on a eu quand même une pression vendeuse qui est apparue sur le marché, une réaction. Et de nouveau, une séance hier un petit peu négative. Ce matin, ça repart. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une vraie bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Ceci dit, on est quand même très loin du support. Donc cette bataille, elle est quand même à l'avantage des acheteurs. Donc pourquoi ne pas commencer à construire une position longue sur Rémy Cointreau avec une demi-taille? Et puis en cas de repli, on complétera. En tout cas, vous l'avez compris, on paye Rémy Cointreau parce qu'on pense que pour les prochaines semaines, ou même les prochains mois, on devrait avoir un titre qui se comporte bien. Et donc dans ce contexte, qui est éminemment positif pour le titre, nous avons choisi un Varan Call de code VR62B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est le Varan Call sur Rémy Cointreau VR62B qui est actuellement en levier de 10,12, une échéance du 15 septembre 2017, son prix d'exercice de 105 et son prix de vente ce matin de 21 centimes pour Rémy Cointreau à 102,37. 5. Voilà, donc ça c'était les tops, mais est-ce qu'il y a aussi des flops cette semaine, Gérard? Oui, absolument, Falco, puisque finalement le ciel n'est pas seulement bleu, il y a aussi parfois des nuages qui passent dans ce ciel. Le nuage Rexel, qui est un distributeur de matériel électrique, et Rexel, bien que disposant d'un marché qui fonctionne assez bien aux États-Unis, a été rattrapé par une méchante étude d'un analyste financier qui a souligné le fait qu'une partie de la distribution des produits Rexel pouvait être finalement réalisée par une société comme Amazon, qui, après avoir ubérisé ou menacé finalement les distributions, par exemple, de livres et libraires, est en train de s'attaquer à d'autres secteurs. Et donc Rexel fait partie justement de ces secteurs qui sont fragilisés par le géant Amazon. Ingenico, lui, souffre en Inde en particulier d'un moindre appétit pour les distributeurs, les automates bancaires. JCDecaux souffre, lui, d'une sorte de ralentissement de ses principaux marchés, que ce soit la France, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit la Chine. On a là donc un spécialiste de la publicité qui était assez dominant sur un certain nombre de ces marchés. On peut donner l'exemple de Paris. Eh bien, à Paris, JCDecaux vient de perdre un contrat emblématique qui est celui des Vélib. Alors, ça montre qu'une fois qu'on est positionné, qu'on est leader, on se fait parfois un peu grignoter et c'est, me semble-t-il, ce qui se passe pour JCDecaux sur un certain nombre de ces marchés historiques. Quant à Valeo et Forestia, on n'oublie pas que l'un et l'autre sont sinon quasiment au plus haut historique, en tous les cas se payent très cher. Le secteur, d'après les analystes financiers, est éminemment cher, plus cher que le secteur automobile lui-même. Et si on a connu des derniers semestres excellents pour le secteur de l'automobile, on sait que ce secteur est un secteur cyclique et qu'après le beau temps, on revient parfois le temps un peu plus mauvais. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des sortes de prises de bénéfices sur ce genre de valeur, mais je suis sûr que Laurent, là-dessus, a une idée extrêmement précise, je crois, sur Forestia.
Exactement, merci beaucoup Gérard. Donc on va regarder avec Laurent Faurecia. Oui, alors effectivement, Faurecia qui reste dans un contexte technique toujours favorable. Vous allez voir le chart à l'écran dans quelques secondes. Nous sommes en présence d'une structure haussière assez nette avec une alternance de sommets et de creux ascendants, deux moyennes mobiles, 50 et 100 périodes, donc de moyen long terme qui sont toutes les deux également haussières et un rate of change, vous le voyez ici, qui repart à la hausse. Alors c'est vrai que Faurecia a été un petit peu malmené la semaine dernière. Mais regardez, finalement, il ne s'est rien passé d'un point de vue technique puisque aucun support n'a été enfoncé. Au contraire, on est revenu sur une zone à 46 € qui pourrait à nouveau susciter l'appétit des investisseurs. Donc un secteur automobile qui, depuis le début du mois de juin, est en force relative intéressante par rapport au reste du marché. Il surperforme. Et un secteur automobile, par ailleurs, qui est flat, mais Faurecia à l'intérieur de ce secteur, qui est toujours bien orienté et qui, a priori, ne donne pas pour le moment de signes de fatigue. On ne voit pas de figure de retournement apparaître à l'écran. Donc, on va essayer d'accompagner cette tendance qui, pour le moment, reste haussière. Et donc, nous avons choisi un produit pour accompagner justement ce courant acheteur, un VAR en call de code WP, P comme Patrick, 15B. Merci beaucoup Laurent. Donc on va encore sur Faurecia avec le code MEMO WP15B qui a actuellement un levier de 9,71, une échéance de 15 septembre 2017. Son prix d'exercice est 51 € et son prix de vente ce matin 31 centimes pour Faurecia à 46,88. Voilà, c'était le VAR en call sur Faurecia. On passe à notre prochaine rubrique, le focus. Bon, on va faire un focus sur la BCE et les élections encore. Hein. Oui, on va commencer par la BCE qui finalement est celle qui gagne la mer des batailles. Celle qui est capable, lorsque l'économie va mal, comme en 2008 ou pendant la crise de la zone euro, de redresser la barre parce qu'elle dispose d'outils, les taux d'intérêt, en les baissant, ou le quantitative easing, la création monétaire, en utilisant ses capacités à créer de la monnaie banque centrale pour acheter des obligations sur le marché secondaire afin de maintenir des taux les plus bas possibles, pour finalement créer une ambiance favorable à un redécollage de l'économie, pour suggérer à ceux qui ont un peu d'économie que ce n'est pas la peine de laisser trop longtemps sur leur livret A parce que les taux ne rapportent plus grand-chose et qu'il faut plutôt utiliser cet argent pour le dépenser. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que la Banque Centrale Européenne, en ajoutant à sa panoplie, ou en tous les cas au résultat qu'elle a obtenu avec sa politique de taux bas, un euro qui a été relativement un euro d'attaque qui a aidé les exportations ces derniers temps, et en bénéficiant de la chance d'avoir eu un prix de matières premières qui a plutôt baissé, c'est la BCE qui a permis à la zone euro de renouer avec la croissance économique. Et comme elle a réussi finalement ce tour de force au bout de 3 ans, elle s'autorise à changer de ton. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle ne baissera plus ses taux d'intérêt, qu'elle a toujours la possibilité d'augmenter ses achats nets d'obligations si besoin était, mais qu'elle révise à la hausse ses prévisions de croissance. Maintenant qu'elle est un peu plus embêtée avec l'inflation, puisqu'elle nous rappelle que l'inflation, finalement, elle est celle que nous importons via le prix des matières premières, et en particulier le prix du pétrole, et qu'on ne peut pas compter en Europe, et peut-être aux États-Unis encore aujourd'hui, sur les créations d'emplois et les hausses de salaire pour doper l'inflation. Puisqu'une bonne partie, et ça a été quelque chose de notable et de souligné plusieurs fois par Mario Draghi lors de la conférence de presse, une bonne partie des nombreux emplois créés en zone euro sont des emplois, des jobs à 1 € la journée. Donc c'est quelque chose qui sont des emplois mal payés, qui ne vont pas doper la consommation des ménages et qui ne vont pas faire déraper le niveau des salaires. Donc en tous les cas, pas de resserrement monétaire hâtif, on prend son temps, on poursuit cette politique jusqu'à la fin de l'année et peut-être qu'on aura un début de hausse de taux d'intérêt, donc ce qu'on appelle une normalisation de la politique monétaire, probablement à fin 2018, guère avant. Parfait. Et du coup, les élections, Macron?
Alors, du coup, bien sûr, les Grande-Bretagne. législatives ont donné, on le voit ici sur le graphique de droite, en projection pour le deuxième tour, mais on n'est pas tout à fait au deuxième tour, mais en tous les cas, des perspectives d'une domination inédite par le parti majoritaire lors d'élections qui ont été pourtant auparavant en 81 pour la gauche ou en 2002 pour la droite, des élections avec des vagues roses ou des vagues bleues. Là, on a une vague orange qui, puisqu'on ne sait pas très bien quelle couleur il faut qualifier La République En Marche, une vague orange qui serait supérieure, et même largement supérieure, d'après certaines projections, à ce qu'a été le cas ces dernières années. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Domination. Alors c'est toute la difficulté, c'est comment faire pour maîtriser un nombre très important de députés dont on peut imaginer qu'il y a beaucoup de nuances entre certains d'entre eux. Donc on le verra, mais en tous les cas, ça va être, il va falloir trouver un patron de groupe et un président de l'Assemblée nationale qui soit à poigne pour tenir le groupe. Quant à Theresa May, je disais tout à l'heure qu'elle avait perdu son pari, et on voit là, entre les couleurs et le partage des couleurs du nouveau Parlement britannique, quelque chose de beaucoup plus partagé, beaucoup plus équilibré, et tout aussi difficile à conduire, puisque dès que l'on perd 2 ou 3 députés, eh bien, la majorité relative qu'on a pu obtenir est mise en péril. Donc, quelques difficultés quand même. Certains ont trop de députés, d'autres pas assez. Donc vous voyez qu'il est parfois difficile de gouverner, en tous les cas, de maîtriser la représentation au niveau des députés. Et Macron, il va faire tout de suite toutes les réformes possibles parce que maintenant, il n'y a plus... Oui, il a les mains libres. Il a le Parlement. Alors, il a prévu de légiférer par voie d'ordonnance. Ouais. Après avoir noué un dialogue, entre autres, sur le code du travail. On va voir ce qui va se faire. On rappellera simplement ici que les syndicats, tous les syndicats, le mettent en garde contre une trop grande précipitation et contre un 3e tour social à la rentrée. Voilà, donc, comme on le dit en Angleterre, wait and see. Ok, wait and see. Ça, c'était le focus de cette semaine, et on passe à notre prochaine rubrique, à ne pas manquer. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine? Donc la Fed, la Banque de l'Angleterre. Oui, on va se concentrer peut-être sur la Fed avec une hausse probable des taux d'intérêt. C'est ce qui est attendu par les marchés. La surprise, ce serait qu'il n'y ait pas de hausse. Et donc, d'une certaine manière, que la Fed nous dise l'économie va moins bien que je n'imagine, ou l'administration Trump est en train de trop bugger ou trop tweeter. On verra. Donc, attendons. La hausse ne surprendrait pas les marchés. C'est l'absence de hausse qui serait bizarre. Quant aux statistiques, en Allemagne, on va avoir le ZEW qui complète l'IFO. Le ZEW, c'est plutôt les marchés financiers et les banques. C'est le niveau de confiance donc, de cette population financière. Et puis aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, le niveau des prix. On va voir si l'inflation est au rendez-vous ou si elle nous manque à nouveau. Et aux États-Unis, un indice que j'aime bien, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui est assez bien corrélé avec le niveau justement, de consommation des ménages. Et la consommation, ça reste le moteur principal, bien sûr, de l'économie américaine. Excellent. Et les entreprises? Les entreprises, quelques assemblées générales emblématiques. Celle de Safran, qui va nous en dire plus sur sa stratégie vis-à-vis de l'OPA sur Zodiac. Celle de Carrefour, où on va changer de président, et on sait que le président qui vient d'un groupe qui pourrait être un complément de Carrefour, il s'appelle le groupe Fnac, pourra peut-être annoncer d'une stratégie intéressante. Quant à Renault, on verra si le dialogue musclé qui existait autrefois entre l'ancien jeune ministre de l'économie et le patron de Renault est un dialogue qui, après que le premier soit devenu président de la République, se poursuit au niveau, par exemple, de la rémunération du PDG. Enfin, résultat de Soitec, on verra s'il justifie son cours de bourse. Et puis Zodiac Aerospace, on espère qu'au cours de l'annonce sur le résultat du T3, on n'ait pas un énième avertissement sur les résultats. Bon, merci beaucoup Gérard pour notre rubrique
à ne pas manquer. On est déjà à la fin de notre émission, malheureusement. Donc, il me reste à vous dire les rendez-vous de la semaine prochaine. C'est le jeudi 15, ou c'est cette semaine plutôt, c'est jeudi 15 juin à 17 h, évidemment, le webinaire Revue Technique avec Laurent à 17 h, où on va regarder évidemment quelques actions très intéressantes indices. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies d'analyse. Et mardi prochain, le grand classique, le 100% marché, à midi, le 20 juin. Et il me reste de dire merci Gérard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent pour toutes ces analyses. Merci Falco. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous et d'avoir suivi l'émission. Et à la semaine prochaine, à cette semaine. Merci, au revoir.